Comme ça vous inspirera. Puisqu'on parle de l'avenir, qu'est-ce que vous identifiez comme défi ou sujet prioritaire? Pour faire sens aussi avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la séquence politique, on est beaucoup sur l'exceptionnalisme des quartiers, vous voyez cette petite musique. Et je pense qu'il faut revenir à quelque chose de très très simple, qui est le droit commun, en réalité, parce que même cette musique sur, en gros, les assistés, les modestes, les méritants, les pas méritants, et à un moment donné, regarder très frontalement, mais très clairement les choses en place, c'est-à-dire, je répète ce que je disais, mais à minima, c'est-à-dire qu'en fait, le droit commun dans un territoire national qui soit accessible pour tous et toutes de la même manière. Et par rapport au quartier populaire, en réalité, il y a deux sujets sur cette question-là. Parler de la police, je pourrais parler de la poste, et on pourrait parler en fait finalement de l'ensemble du droit commun. On sait que dans les quartiers populaires, il est moins accessible, il est moins disponible et il est moins présent. Donc ça, c'est, si on veut être juste à la hauteur minimale de la devise républicaine, eh bien c'est je dirais de manière statique, vous voyez, investir plus, mais pas pour rattraper. Il faut sortir du truc, vous voyez, on donne un peu plus à des gens qui sont un peu moins. C'est parce qu'en fait, ça s'ancre là-dessus. Donc ça, c'est un point, je pense, central. Le deuxième point, si on a une vision un peu plus dynamique, dire clairement les choses aussi, si les quartiers populaires font le boulot républicain, de l'accueil, l'éthique de l'accueil et de la mobilité sociale, pour le dire vite. Boulot que ne font pas les quartiers, je répète, les plus cossus, qui sont des quartiers, les véritables ghettos, l'entre-soi, il est dans ces quartiers-là. Et donc si ce boulot il est fait d'un point de vue structurel par les quartiers populaires, eh bien, on doit donner en croissance plus, vous voyez, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Dans une ville comme Ry, pour reprendre cet exemple-là, on a chaque année de plus en plus d'élèves allophones. En fait, en France, on sait faire avec des élèves allophones, il y a eu plein d'enquêtes, on sait faire, mais il faut juste plus de moyens. Donc, si structurellement, il y a cette forme d'entre-soi qui est... c'est pas un modèle de société, mais qui perdure, et bien aussi on doit affirmer politiquement que, en gros, je vais être un peu frontal, mais si vous voulez pas de pauvres et d'immigrés à Neuilly-sur-Seine, et que vous voulez pas être embêtés, il faut structurellement donner plus. Donc il y a ces deux dimensions-là qui sont des dimensions fortes, et puis je pense qu'il y a, pour sortir de l'exceptionnalisme des quartiers populaires, ce qui fait qu'on est en tension et qu'on est politiquement en tension, en réalité, c'est la question du capitalisme, c'est la question des inégalités structurelles et sociales qui sont des questions, en fait, à la fois nationales et internationales. Et au fond, les quartiers, ce ne sont que les symptômes. Ce ne sont que les symptômes de ces augmentations-là. C'est aussi de travailler ces questions-là de manière très, très frontale. Et on voit que politiquement, et c'est là où il va falloir se serrer les coudes, c'est-à-dire qu'il y a la musique simpliste, binaire, de jouer les petits contre les grands, les modestes, les méritants, etc. Mais pour éviter la discussion de fond sur le capitalisme, sur les limites structurelles du système et sur les inégalités qui sont de plus en plus fortes. On est quand même dans un monde où on a une poignée de milliardaires qui peut organiser la guerre maintenant au niveau géopolitique. Donc la réalité aussi, c'est ça. Et dans les quartiers populaires, autre point, les gens qui arrivent dans les quartiers, pourquoi ils viennent dans les quartiers aussi? Parce que c'est des gens qui fuient la guerre au niveau géopolitique et géostratégique. Donc tout est relié. Donc aussi avoir une conversation plus globale sur ces questions-là et sortir de la petite musique culturaliste, exceptionnaliste, raciste et aussi post-colonialiste, mais aussi classiste. Et puis il y a la question de genre, donc élargir peut-être. Merci. Peut-être deux sujets concrets pour commencer qu'on a pas encore évoqué sur cette fin de matinée, parce que je pense que pour avancer, il faut poser aussi des choses concrètes qui permettent aux habitantes et aux habitants de voir leur aspiration de la vie de tous les jours. Je vais évoquer deux sujets de nature très différente, le pouvoir d'achat et la santé mentale. Je vais commencer par la santé mentale. C'est un sujet très prégnant, pas seulement dans nos quartiers populaires, dans toute la ville, mais aussi dans nos quartiers populaires. Ça se voit à tous les étages.
c'est les enseignants qui me disent quand ils ont 3, 4, 5 enfants par classe qui ont besoin d'un accompagnement particulier, qu'eux-mêmes n'ont pas été formés à ça, ils ne savent pas forcément comment faire, que ces enfants attendent aujourd'hui 18 mois une place en CMP, que c'est derrière autant de familles en souffrance. C'est des associations qui me disent Johanna, madame la maire, on sait accompagner des personnes en détresse sociale, mais quelqu'un qui arrive avec une pathologie en pleine distribution alimentaire, quand ça fait peur aux autres bénévoles, on ne sait pas comment faire. C'est pour ça que nous, à Nantes, on est une des premières villes à l'avoir fait. On a mis en place une formation pour les bénévoles des associations sur les premiers secours en santé mentale, quand on fait les gestes de secouristes de manière plus classique, donc vraiment avancer sur le sujet de la santé mentale. Le deuxième point, c'est la question du pouvoir d'achat, parce que je pense aussi qu'on doit dire toujours la vérité aux habitants et aux habitants. Et nos municipalités, quand elles sont comme à Nantes, elles font choix, vous l'aurez compris, de mettre beaucoup d'engagement sur la question des quartiers populaires. Et je pense qu'on doit tenir un discours qui est un discours de vérité. On doit continuer à avancer sur l'accès à la santé. On peut le faire quand on le décide, avec nos maisons de santé ou nos centres de santé. On peut avancer sur la renaturation et la lutte contre le réchauffement climatique dans tous nos quartiers, on peut le faire. On peut avancer sur le droit à la sécurité, on y travaille avec beaucoup de détermination. Mais si à un moment donné, on ne revalorise pas les salaires et le travail, eh bien il y a une part des réponses, et ces réponses elles sont nationales, qui continueront d'impacter la vie quotidienne. Moi je vois dans les quartiers désormais toutes les semaines, à la fois des gens qui continuent à avoir une difficulté à accéder à l'emploi, non pas comme si ce sujet avait disparu, mais aussi des gens qui travaillent et qui vivent mal, et qui n'y arrivent pas. Alors je pense en particulier évidemment aux mamans solo, qui me disent à quel point elles n'arrivent pas à boucler, mais pas seulement. Quand je suis à la Fraternité, une association sur le quartier Zola juste à côté, ils me disent, nous avons maintenant des intérimaires et des aides-soignantes qui viennent parfois prendre un petit déjeuner ici le matin, parce que financièrement, elles n'y arrivent pas. Voilà, je ne veux pas être trop longue sur ce sujet, mais j'y insiste parce que si on n'a pas conscience que les enjeux de pouvoir d'achat pour une partie des habitants et des habitants sont aussi prégnants qu'ils le sont devenus aujourd'hui, je pense qu'on est à côté d'une part des réalités. Donc, d'abord, partir de la vie concrète des gens. Deuxièmement, et ça je pense qu'on a tous un rôle à jouer, c'est sur la capacité d'écoute collective qui est la nôtre, de ce que j'appelle aujourd'hui la France des épuisés. Ceux qui sont épuisés d'avoir l'impression d'être un numéro, ceux qui sont épuisés parce qu'on leur répète sans cesse qu'ils sont obsolètes, ceux qui sont épuisés parce qu'ils n'ont jamais la bonne couleur de peau pour trouver un boulot, et je pourrais continuer comme ça à la liste. Cet épuisement, il est important à entendre et à considérer, d'abord parce que si on ne l'entend pas, vous y avez fait référence, on sait ce que ça vient nourrir de vision, c'est la vision autoritaire qui réglera le sujet, ou tout simplement de je me mets à côté de la société puisque la société ne m'entend plus. Il n'y a pas de réponse magique et unique à ça. Moi je pense qu'une partie du travail qui a été fait, y compris par les collectifs de conseils citoyens, a aussi été une manière de dire on veut entendre, on veut considérer, donc il faut qu'on continue à réfléchir et à inventer sur ce sujet. Puis la dernière chose, c'est qu'on a aussi besoin d'espoir dans tout ça. Parce que sinon, on va avoir du mal à entraîner. Et je prends juste un exemple. Quand je vois ce quartier il y a 10 ans, et ce quartier aujourd'hui, je prends que quelques exemples concrets. Il y a 10 ans, l'école chez Zim, on fermait les classes. Ensemble, on se battait contre l'inspection d'académie parce qu'on fermait les classes. On a réhabilité nos écoles, on ouvre des classes, avant on continue d'ouvrir des classes, y compris dans nos quartiers populaires, ça aussi c'est une spécificité nantaise. On va avoir une ferme urbaine, là, en face. Est-ce que c'était une évidence quand le projet est né? Un certain nombre ici savent que non. Même d'ailleurs, entre les habitants et les assos historiques du quartier et les assos qui arrivaient, est-ce que c'est que ce truc des bobos? Est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Quand je vois le chemin parcouru et que ce chemin est devenu un chemin partagé qui va être au service d'emploi pour les habitantes et les habitants du quartier, mais aussi d'un nouveau modèle alimentaire. Parce que si on ne veut pas que la société soit fracturée, il ne peut pas y avoir, pardon, je vais faire très vite, sur l'île de Nantes, des gens qui pensent à un nouveau projet alimentaire de santé, et puis Audervalière ou à Bellevue, des gens qui s'occupent simplement de lutter contre la précarité. À un moment donné, on doit réussir à rejoindre ces sujets.
Je pourrais évoquer évidemment les réhabilitations de logements, je pourrais évoquer évidemment le pôle Daniel Asret, du nom d'un grand monsieur nantais qui s'est battu pour la politique de la ville avec derrière des services concrets, et évidemment l'action menée par tout le monde. Et je terminerai par la piscine des Vervalières. Le temps long, le moment historique de ce qu'a réglé des habitantes et des habitants, c'est pas du tout un détail. Pas du tout un détail. Bien sûr, c'est attendu parce qu'Ali a promis qu'il sera en maillot de bain le jour de l'inauguration. Mais au-delà de ça, faut pas le dire trop, il y a trop de monde. Voilà. ça va être émeute. Émeute dans les quartiers. C'est News et Pascal Pro comme un... Plus sérieusement, pourquoi c'est important? Parce que c'est quoi derrière la piscine de la Vallière? C'est 3 chaînes. C'est le quartier de destination, c'est l'émancipation. Moi, je veux que demain, un habitant de La Chapelle-sur-Eure, ils ne se disent pas « je ne veux pas aller derrière parce que j'ai peur ». Ils ne se disent pas « je ne veux pas aller derrière parce que ce sera ma bonne action de la semaine ». Ils se disent « j'ai envie d'aller à la piscine. Il est 19h. Je regarde sur dans ma poche. Quelle piscine est ouverte? La piscine est d'Hervalière. Très bien, je prends mon maillot et j'y vais. » C'est ça le quartier de destination. C'est ça le droit commun. C'est ça la République pour tout le monde. Et puis c'est aussi le droit aux vacances. Et donc moi je veux que nos habitants, celles et ceux, parce que tant qu'il n'y aura pas une autre politique nationale, on aura ces sujets de pouvoir d'achat, et donc il continuera d'y avoir trop de gens qui n'ont pas le droit aux vacances, puissent au moins, dans un monde où le réchauffement climatique est une priorité pour tout le monde, avoir aussi cet espace de loisirs, de divertissement et de respiration, donc de l'espoir et de l'espoir. On voit si le mot histoire qui est sur certains de vos cartons, je vous propose de lever bien haut vos bras pour partager vos mots et votre état d'esprit avec beaucoup de patience pour le photographe qui va essayer. Donc je vois l'espoir qui est partagé par Marie-Hélène, je vois la résilience, du dynamisme, de l'émancipation, de l'intelligence collective, mobilisée. Il y a des gens qui sont déter, qui reprennent la dignité, il y a du défi, il y a de la force, il y a de la symbiose. Quartier populaire pour... C'était poumon de la vie. C'est-à-dire quartier populaire, c'est pour moi c'est un bouquet de fleurs et en plus c'était le poumon de vie. Parce qu'en vit, il n'y a pas de poumon, on ne vit pas. C'est formidable. C'est parfait. Continuez d'agir, l'état de droit, agissons, la parole aux jeunes, il faut donner plus la parole aux jeunes. Bonjour, mais du coup je parle en tant que coordinatrice de l'éclectique, la pépinière d'initiative jeunesse portée par Léo Lagrange. Et je pense que c'est vraiment important de donner de la place aux jeunes, la parole aux jeunes, leur donner le droit de rêver, de prendre de la place et d'avoir des exemples qui leur ressemblent dans des projets qu'on peut voir dans les quartiers, mais aussi partout dans la ville et au niveau même national. Vraiment, voilà, donner de la place et les écouter et faire aussi peut-être différemment pour s'adapter à leur temporalité et à leur manière de faire. Merci beaucoup. On prend encore 2-3 pour se rebooster pour quelques années. Résultat, c'est un mot à la mode. Oui, vous avez mis entre parenthèses révolution. Qu'est-ce qu'il faut révolutionner? La politique nationale. Tout simplement. Révolutionner la politique nationale. Et est-ce qu'on aura un dernier partage? Vous me les remontrez-les-vous les uns aux autres. Ne pas rester. Et ne pas rester sur des sujets bloqués, être écouté. Je vais donner l'exemple. Il y a quelques mois, il y a quelques années, c'est juste que ça fait cadeau de bouger. Il y a quelques temps, il y a eu des émeutes dans les quartiers. Chez nous, on a eu le bureau de tabac, il n'y en a plus. On a fait 3 réunions d'urgence. On a discuté avec les équipes de quartier, les associations. Après ces 3 réunions, rien ne s'est fait. Il n'y a pas eu un suivi. Il n'y a pas eu d'autres réunions pour voir comment on pouvait faire. Il y a des choses qu'on a parlé, il y a des choses qu'on a discutées avec les équipes de quartier, les associations, et après, plus rien. Pour moi, ce qui s'est passé sur les quartiers, c'est inimaginable. Mais ça aurait été bien qu'on puisse avoir un suivi, savoir comment on peut débloquer les situations, mettre en place
Il y a eu des sujets qui ont été dits. On a parlé de savoir déjà ce qui marchait dans le temps, parce qu'on a parlé d'injection de nouvelles subventions. Moi, je suis partie du principe, et je pars toujours du principe, savoir ce qui a été fait dans le passé, qui a fonctionné, et pouvoir le remettre au goût du jour. Ça fait déjà, et savoir que les associations ne passent pas toujours... qu'il y a des associations qui travaillent sur certaines choses, mais que les associations puissent se mettre ensemble pour voir comment ils peuvent travailler. C'est ça que je veux voir. Et aujourd'hui, maintenant, on en parle. C'est la question des coopérations dont on a parlé ce matin, et l'écoute, c'est une condition. Merci pour tous ces mots et merci d'avoir joué le jeu, merci pour votre attention. Il va y avoir un temps plus convivial, vous allez pouvoir poursuivre les échanges avec Fabien Sprung, avec Johanna Roland, à qui je laisse peut-être un dernier mot de clôture. Non, je crois que c'est mieux d'essayer d'arriver aux habitants. C'est pas bien comme ça fait partie de la dignité, du respect et de la considération. Merci à vous tous.